Bonjour et bienvenue au temps fort du salon e-marketing 2013. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc, cette année, vous le savez, l'accent a été mis sur le real-time marketing. En effet, les évolutions du e-marketing permettent aujourd'hui d'interagir en temps réel avec le consommateur. Les temps forts de ces 2 journées dans la salle Maillot vont vous permettre de découvrir les bonnes pratiques, comment tirer le meilleur parti des différents canaux avec leurs spécificités, et également de mieux comprendre les attentes et les comportements de vos clients potentiels. Donc on commence tout de suite avec la session autour du SNCD, qui va nous présenter 2 études, une sur la mobilité et une sur les réseaux sociaux, pour vous permettre de construire, optimiser et développer la présence de votre marque sur les réseaux sociaux et mobile au sens large. Donc, avec nous avons ce matin Marion Bageux, qui est responsable marketing et communication de Cabestan. Arnaud Contival, responsable de l'atelier mobilité du SNCD et DG d'AID. Et Jean-Michel Moulier, qui est administrateur et responsable de l'atelier réseaux sociaux du SNCD, et qui est également DG de Vertical Mail. Et enfin, Thomas Guillochon, qui est directeur commercial de Conscient Network. Je leur laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jean-Michel Moulier. Je vais essayer de voir déjà si ça marche. Eh bien non. Petit problème avec la zapette. Voilà. Bien, on va parler de 2 grands sujets aujourd'hui que sont les réseaux sociaux et la mobilité, qui sont de plus en plus, comme vous le savez, de plus en plus imbriqués dans les pratiques et dans les usages. Nous nous sommes présentés juste une chose, le SNCD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat national de la communication directe. C'est un syndicat qui réunit de nombreux acteurs, dont vous faites partie d'ailleurs. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le SNCD, il y a un stand et on sera à votre disposition. Mais là n'est pas le sujet. En tant que membre du SNCD, nous avons travaillé depuis bientôt 2 ans, d'abord sur les médias sociaux et sur la mobilité. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le résultat de ces études. C'était bon ? Voilà, donc la première partie, mobile marketing, Marion et Arnaud en parleront. En ce qui concerne le Social Media Attitude 2012, Thomas et moi-même, tout en sachant que, vous le verrez, nous n'avons pas été les seuls à travailler au sein de ces ateliers. Alors, les réseaux sociaux, oui, on me prévient. Si vous voulez poser des questions pendant la conférence via Twitter, eh bien, c'est dièse MMS 2012. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Je répète, hashtag MMS 2012. Hein, on essaiera d'y répondre le mieux et le plus vite possible. Voilà, donc effectivement, les médias sociaux, hein, on a considéré l'année 2012 comme l'année de la maturité des médias sociaux et celle, bien sûr, de l'explosion de la mobilité. C'est clair que les réseaux sociaux, depuis quelques années, influent de plus en plus sur notre quotidien, sur le quotidien des consommateurs. C'est de ça dont on va parler, bien entendu. Et tous nos collaborateurs, amis, collègues en parlent de plus en plus. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Évidemment, toutes ces évolutions de la mobilité des réseaux sociaux nous obligent, ou nous aident aussi, à intégrer de nouvelles stratégies dans nos communications vis-à-vis de nos consommateurs, vis-à-vis de nos utilisateurs, que ce soit d'ailleurs dans le B2B et dans le B2C. C'est ce sur quoi nous nous sommes interrogés et que nous allons essayer d'analyser avec vous. Et surtout, on va essayer de répondre à la question, qu'en est-il des attentes et des usages de vos consommateurs et des marques? Où en sont bien sûr les entreprises dans leur conquête de ces nouveaux canaux? Voilà, donc l'atelier médias sociaux du SNCD, les animateurs, Hervé Pépin qui est dans la salle, qui est président de Conscient Network, et Thomas qui a largement œuvré, voilà, moi-même.
Et puis toutes les sociétés qui nous ont beaucoup aidés, qui sont toutes membres du SNCD. Je ne vais pas les lire toutes, hein, mais ça commence de AID, ça se termine par WDM Direct Inet, en passant par Connexence et autres. Vraiment, je les remercie parce qu'ils ont fait un travail remarquable sur 2012. D'ailleurs, 5 d'entre eux, que je ne vais pas citer, avaient participé à ce premier travail sur 2011. Donc bravo à tous les représentants des sociétés qui sont dans la salle. Et ça doit vous encourager à venir nous rejoindre au SNCD. On a besoin de vous. Venez, venez, venez. On a travaillé avec des partenaires puisque cette étude, on l'a faite en interrogeant les socionautes. On a interrogé à peu près 1 million de consommateurs. Alors ces consommateurs, on est allé voir un certain nombre d'enseignes et de marques que vous voyez ici. On part de la grande distribution avec Auchan, par la presse, par les assurances, etc. Donc tous ces gens nous ont fourni des mails de leurs clients et on leur a envoyé un certain nombre de mails. Sur ces millions, on a retenu 10 934 répondants représentatifs des internautes, bien sûr, et qui sont inscrits à au moins un réseau social. Ces réseaux sociaux, c'est Facebook, Twitter, Google+, Viadeo, Pinterest ou Foursquare. Les sources partenaires, je vous l'ai dit. Le mode de recueil, c'est un questionnaire en ligne. La date, ça a été fait du 28 juin 2012 au 16 juillet. Et bien sûr, comme toutes les enquêtes dignes de ce nom, elle a été redressée sur les critères sociodémographiques que sont sexe, âge, CSP. Il y a des gens des études, je pense, dans la salle, donc ça a été fait de manière très sérieuse. En ce qui concerne l'atelier mobilité, je te passe la parole, Arnaud. Merci. Donc, pour vous, c'était la deuxième édition, je crois, oui, de l'étude. Pour l'atelier mobilité, c'était la première édition l'année dernière. On a utilisé une méthodologie un petit peu différente puisqu'on a utilisé un panéliste et qui fait partie donc des gens qui ont travaillé sur l'étude. Donc je voudrais également remercier les sociétés qui ont dépensé beaucoup d'énergie pour mettre à jour cette étude et celles qui ont collaboré au début de l'étude. Le mode de recueil était également un questionnaire en ligne, donc en juillet également de l'année dernière, redressé aussi sur des critères sociaux, démo, sexe, âge, urbanité. Et on a un bel échantillon de 1243 répondants représentatifs des possesseurs de smartphones ou de tablettes se connectant à l'Internet. Donc je reviendrai un petit peu sur la notion de mobinautes et de tablonautes, qui sont donc les gens qui ont répondu et qui ont déclaré utiliser l'un ou l'autre de ces dispositifs pour se connecter à des marques. Merci Arnaud. Une chose, j'ai oublié de vous dire, ne prenez pas trop de notes. Vous pouvez télécharger, charger, flasher la présentation qui vous est faite aujourd'hui. Donc regardez, écoutez, mais ne prenez pas trop de notes. Vous inquiétez pas, vous aurez les supports. Voilà, donc on va passer sur la première étude, donc Social Media Attitude 2012. Bien sûr, la première chose, on s'est interrogé sur la typologie des utilisateurs. Donc si vous voyez ce graphe avec ces petites boules de toutes les couleurs, vous avez en abscisse le temps passé sur les réseaux sociaux, hein, en heures, de manière hebdomadaire, et puis vous avez le nombre de réseaux sociaux fréquentés. Donc vous voyez que la grosse boule bleue, ce sont ce qu'on appelle les mono-users, à 45% c'est du Facebook, mais vous avez aussi les autres mono-users qui présentent 3%, et plus on va aller, plus on va monter, plus les gens vont passer du temps sur les réseaux, et plus ils vont être présents sur plus d'un réseau. Donc vous avez ensuite les socialisés. Donc les socialisés, vous avez les spectateurs et les contributeurs. Donc le contributeur, c'est ceux qui apportent quelque chose, qui apportent du contenu sur les plateformes. Et puis plus vous montez, bien sûr, et là on est largement à 4, 5 ou plus réseaux sociaux, vous avez les intensifs et les influents. Voilà. En ce qui concerne maintenant la présence sociale des socionautes, vous avez aussi, vous voyez, un réseau social, 2 réseaux sociaux. Donc il y a 48% des gens qu'on a interrogés qui sont sur un réseau social, 28% qui sont sur 2 réseaux sociaux, 3 réseaux sociaux, 14%, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est du temps, 6% pour 4 et 4% pour 5 réseaux. Si vous faites la somme, vous êtes bien à 100%. En ce qui concerne Facebook, bien sûr, la suprématie, c'est Facebook. 95% des socionautes sont membres de Facebook. D'ailleurs, on avait noté à peu près ces chiffres. C'était de la même importance l'an dernier, quelque chose près, je crois.
Pardon, c'était 98% l'année dernière. 98. Donc ça a baissé de 3 points. Alors ce n'est pas forcément au détriment de Facebook, c'est parce que les autres sont arrivés également. Ce n'est pas qu'il y a moins d'utilisateurs de Facebook, mais qu'il y a plus d'utilisateurs des autres réseaux sociaux aujourd'hui. En ce qui concerne les autres réseaux sociaux, bien sûr, ils continuent leur progression. Hein. Donc vous avez Twitter 28, vous avez 27% Google+, 19%. Donc là, on est presque déjà un peu plus dans le B2B avec LinkedIn. Viadeo 19%, qui est d'ailleurs un peu rattrapé, supplanté par LinkedIn, alors que ce n'était pas le cas l'an dernier. 13% et 3% respectivement pour Foursquare et Pinterest. En ce qui concerne l'évolution du socionaute, et c'est là que les choses évoluent, 99% des socionautes se connectent via un ordinateur, donc c'est quelque chose de tout à fait classique. Mais il y en a de plus en plus qui se connectent via un smartphone, 54%, et 15% via une tablette. Donc je vais encore me tourner vers Thomas, lui dire est-ce que ces chiffres ont vraiment évolué par rapport à l'année dernière? Alors, au niveau des tablettes, ça n'a pas excessivement bougé. On était à 11% l'année dernière. Encore une fois, on avait 2 études différentes. Hein. Donc on était sur un panel beaucoup plus petit, plus restreint l'année passée. Donc là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une évolution quand même des tablettes. 4 points, ce n'est pas négligeable sur ce type d'outils. C'est surtout au niveau des smartphones, on est passé de 28% à 54% en un an. Donc en fait, c'est pour ça aussi que cette conférence est intéressante, puisqu'on va faire le pont entre les deux études. Ce qu'on constate, c'est vraiment l'explosion du smartphone, et l'explosion du smartphone et l'utilisation du smartphone pour se connecter sur les médias sociaux. Ça, c'est une bonne transition pour la seconde présentation. Mais vous voyez que ces chiffres, que ce soit smartphone ou que ce soit tablette, ça évolue. Et je peux vous assurer que ça évoluera encore l'année prochaine. Et je suis sûr qu'au niveau de la tablette, on sera au minimum à 20% l'année prochaine dans l'étude que l'on mènera et qu'on vous présentera, je l'espère. En ce qui concerne la fréquence de connexion, donc 75% des utilisateurs se connectent à leurs réseaux sociaux au moins une fois par jour. Et 100% des influents, mais on pouvait s'en douter, se connectent à leurs réseaux sociaux aussi au moins une fois par jour. Hein, donc les influents, ils y sont tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, en termes, pas tout le temps dans la durée, mais tous les jours, je dirais. Et à plusieurs reprises. La durée moyenne de connexion, maintenant, c'est un élément important. Hein, Facebook, 68 minutes, 42 minutes pour Twitter. Là aussi, ce sont des chiffres assez importants. Et 35 minutes sur Google+. Le nombre de relations, je passe assez vite sur ces chiffres hein, parce qu'on va dérouler l'étude et puis vous nous poserez des questions et vous les aurez ces chiffres. Hein, donc ne vous inquiétez pas encore une fois. Là, c'est le nombre de relations. Donc vous voyez que plus on est vers le haut, effectivement, plus on est intensif, plus on est éventuellement influent avec plus de 500 relations, hein, que ce soit des amis sur Facebook ou des relations par exemple sur LinkedIn. Le 0 à 10, c'est 15%. Hein, donc c'est presque minoritaire si on met de côté les plus de 500 relations. 25% 11 à 50, mais vous voyez que déjà, on est à plus de 50% entre 0 et 100 relations. Hein. Donc les autres 50%, ça veut dire au-dessus de 100, ce qui est quand même... Non, c'est pas 100, c'est au-dessus de 40, pardon, excusez-moi. Donc 40% ont plus de 100 relations, ce qui est quand même relativement considérable. Alors c'est vrai que souvent, vous le savez, peut-être plus dans nos métiers que dans les autres d'ailleurs, quand vous êtes sur LinkedIn, vous voyez toujours, puisque c'est bloqué, le chiffre est bloqué à 500 connexions sur LinkedIn, mais il y en a qui en ont évidemment beaucoup plus. C'est un phénomène peut-être un peu plus parisien et de nos métiers qu'ailleurs, mais cependant, ça croît de manière, je ne dirais pas exponentielle, mais presque sur LinkedIn. La désinscription, c'est un sujet évidemment dont on parle, hein, dont les médias parlent souvent. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que 20% des socionautes se sont déjà inscrits d'un réseau social hein, et 51% des désinscrits se sont retirés du réseau Facebook. Donc vous voyez, on parle toujours et toujours de Facebook. Voilà, maintenant j'en ai fini, on va passer à un concept nouveau qu'on a inventé il y a 2 ans, qui s'appelle la fanitude. C'est juste le terme qu'on a inventé, hein. Sinon le fait d'être fan ou follower, ça ne vient pas de nous. Ce qu'on a voulu regarder, parce que c'est un peu ce qui nous motive tous, c'est de savoir comment d'un point de vue marketing on va utiliser les médias sociaux, ou la mobilité. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a aujourd'hui 36% des socionautes qui sont fans ou followers d'une marque. Chiffre intéressant, c'est que 48% d'entre eux, donc de ces 36%, sont fans de plus de 5 marques. Et le chiffre qui nous intéresse tous, pour voir les médias sociaux comme un canal relationnel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 83% des fans qui se déclarent généralement clients de ces marques.
On va parler régulièrement de fans. Vous entendez bien qu'on va, ça concerne tout ça, que vous suiviez une marque sur Twitter ou sur Google+. On a voulu faire un petit focus en fait pour faire une passerelle. Vous allez bien comprendre, il y a 2 études. Vous avez différents intervenants qui vont parler vraiment de 2 études distinctes. Par contre, on a eu l'occasion en fait de regarder le segment des socionautes mobinautes dans l'étude social media. Et en fait, on a voulu les regarder comment ils se comportaient, s'ils avaient un profil un peu différent. Ces personnes qui se disaient en fait, je me connecte via mon smartphone sur un canal social. Ce qu'on constate, c'est qu'ils sont clairement plus utilisateurs que les autres. Donc c'est juste un petit focus qui reprend un résumé de tous les chiffres qu'on a pu énoncer tout à l'heure. Donc 36% des socionautes mobinautes fréquentent plus de 3 réseaux sociaux. 15% des socionautes mobinautes appartiennent au segment influent. Souvenez-vous, ils sont 5%, donc là vous en avez 3 fois plus. 46% des socionautes mobinautes sont membres de Twitter, naturellement, puisque Twitter est un réseau social qui a été construit autour de la mobilité et pensé véritablement sur les smartphones pour ce côté instantané. 70% des socionautes mobinautes détiennent un réseau de plus de 100 relations, donc 20% de plus que la population globale. Et enfin, 55% des socionautes mobinautes sont fans ou suivent une ou plusieurs marques. Ce qui veut dire que cette population est plus influente, plus active et plus réactive. C'est parfaitement ce qui intéresse aujourd'hui les marques, de pouvoir utiliser aussi ces personnes qu'on appelle un peu early adopters, et que vous allez pouvoir aussi, vous, en tant qu'annonceur, les intégrer dans vos stratégies marketing. Alors pour reprendre la partie mobile, donc je rappelle que la question qui est posée sur l'étude de mobile, c'est utilisez-vous un smartphone ou une tablette dans votre relation aux marques, et quel est ce que vous privilégiez. Donc pour ceux qui ont répondu qu'ils avaient les deux, il a fallu qu'ils choisissent. Les répondants, merci. Les répondants donc, pour les équipements des mobinautes ont répondu à 38% utiliser un smartphone de type iPhone, 41% dans le monde Android et 9% dans le BlackBerry. Et 9% pour des utilisateurs d'iPad, 3% pour d'autres tablettes. Alors vous allez me dire, le marché a considérablement évolué depuis juillet, c'est vrai, puisqu'il y a plein de formats hybrides qui sont apparus, notamment dans le monde Android et dans le monde Microsoft. Bien sûr, l'étude de l'année prochaine, enfin de cette année maintenant, permettra de distinguer ces équipements hybrides. Les profils des mobinautes sont peut-être de manière étonnante à 59% des hommes et 41% des femmes. Peut-être que les hommes sont plus geeks que les femmes. La tranche 30 à 49 ans et plus iPhone est surreprésentée chez les hommes, et la tranche 18-29 ans est plutôt autre smartphone et plutôt dominante chez les femmes. En ce qui concerne le nombre d'applications ou de sites mobiles, on a demandé aux gens s'ils préféraient utiliser des applications ou des sites. Donc 46% utilisent des applications, 17% préfèrent les sites et 27% utilisent les deux. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la surreprésentativité des utilisateurs d'iPhone qui préfèrent 3,5 fois plus les applications que les sites mobiles. C'est 54 contre 15. Et c'est plutôt 2,5 fois plus chez les utilisateurs d'autres smartphones. C'est vrai que l'Android Market rattrape maintenant le market iPhone, mais il y avait moins d'applications lorsqu'on a posé les questions, et il y a également beaucoup moins de téléchargements, on va le voir plus tard. En ce qui concerne la durée d'utilisation, donc là on voit que 67% des mobinautes utilisent un smartphone contre 48% des mobinautes qui utilisent une tablette et qui passent jusqu'à 2 heures par jour sur leur équipement. Évidemment, cette tendance s'inverse un petit peu pour les grands surfeurs qui privilégient la tablette, puisqu'ils sont deux fois plus nombreux à surfer sur une tablette pendant plus de 3 heures. Et là, on parle bien de durée quotidienne. Donc on voit bien aussi que ces écrans ont commencé à s'implanter à la fois dans nos vies, mais aussi à la maison. On sait que les tablettes sont plus utilisées à la maison qu'en réelle situation de mobilité, quoique on les emporte en vacances, on les emporte de plus en plus dans nos sacs, surtout dans des formats hybrides.
Et on commence à passer de plus en plus de temps sur les tablettes. Je pense qu'on verra une évolution également l'année prochaine sur le temps passé sur des formats hybrides. On leur a demandé à quel moment de la journée ils se connectaient sur leur mobile. Donc, à notre grande surprise au début, on voit qu'ils sont près de la moitié à se connecter sur leur mobile au lever. Bon, cette réponse peut être biaisée parce qu'évidemment, on peut utiliser son smartphone pour se réveiller, comme alarme réveil. Donc ça, on ne va pas trop s'attarder dessus. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'un quart des mobinautes se connectent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à définir un moment particulier de la journée. Pour eux, voilà, ils sont ultra connectés, ils ont le mobile dans leur poche toute la journée. Et c'est quelque chose, voilà, ils se connectent tout le temps, tout le temps. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que le midi, ils sont quand même 41% à se connecter. Donc en fait, à l'origine, on avait posé cette question pour permettre aux marketeurs de positionner leur campagne marketing. Donc on voit que le midi, ça peut être un bon moment pour envoyer vos campagnes, sur mobile en tout cas, parce que c'est vraiment un moment où le temps libre est consacré aussi à la connexion sur mobile. Ce qu'on voit également, c'est qu'ils sont plus d'un quart, à se connecter en regardant la télé. Donc ce qu'on voit un peu, c'est la complémentarité entre l'écran télé et l'écran mobile. Donc, en tout cas, il n'y en a pas un qui tue l'autre. Les deux écrans peuvent être utilisés en même temps. Et un petit zoom quand même sur le point de vente. Ils sont que 8% à l'utiliser en point de vente. Mais en tout cas, dans ces 8%, il y a une surprésentation des jeunes. C'est-à-dire, de ceux qui ont répondu, il y a une grande majorité, près d'un quart, si je ne me trompe pas, de 18-29 ans. Voilà. Et puis il y a 7% de pas sérieux, comme nous tous, hein, puisqu'ils se connectent en réunion. Voilà. Donc, 93% qui ne le font pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas noté, Arnaud, mais je pense qu'on avait près de 4% au WC ou quelque chose comme ça. Ils l'utilisent vraiment partout, dans la salle de bain, etc. On a également demandé les usages qu'ils effectuaient sur leur mobile, donc que ça soit sur site mobile ou application. Donc on a séparé. Donc là, la première slide, c'est les usages, on va dire, plus utiles. Et dans la deuxième slide qui va suivre, ça sera les usages plus ludiques. Donc sur ces usages-là, on voit que dans l'ordre, ils cherchent de l'information, ils s'informent, ils s'orientent et ils comparent des prix, des produits et des prix. Donc on voit que là, on a séparé volontairement les utilisateurs d'iPhone, d'autres smartphones et de tablettes. On voit quand même que les courbes se ressemblent sensiblement, mais on voit bien que les utilisateurs d'iPhone surfent quand même 2 fois plus que les utilisateurs d'autres smartphones. Avec un zoom quand même sur la tablette, où on voit que les fonctions plus liées à l'achat, en tout cas les fonctions plus type e-commerce, comme réserver en ligne, commander en ligne ou payer en ligne, se font davantage sur tablette. Bon, c'est pas une grande surprise. On sait que la taille de l'écran, en tout cas la qualité du surf, permet d'effectuer les fonctions des achats. Donc voilà, les fonctions plus ludiques. Donc dans l'ordre, on a utilisé un réseau social. Donc là, on est exactement dans le même chiffre qu'a annoncé Jean-Michel au début. Donc il se connecte à près de 54% à un réseau social. Ensuite, ils jouent. Beaucoup d'entre eux jouent. Ils écoutent ou téléchargent de la musique. Ils regardent des vidéos. Et dans une moindre mesure, beaucoup moins, mais en tout cas beaucoup sur iPhone et autres smartphones, ils utilisent aux retouches des photos. En tout cas, on voit que tout ce qui est flash de QR code ou jouer de l'argent en ligne, ça, c'est pas tellement fait sur mobile. Donc là, encore une fois, les utilisateurs d'iPhone surfent, en tout cas, utilisent ces fonctions plus ludiques 2 fois plus que les utilisateurs d'autres smartphones, avec encore une fois un zoom sur la tablette ou écouter ou télécharger de la musique, ça se fait beaucoup moins. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie qui était les usages? Alors je vais être très impoli puisque je vais faire partie des 1% qui pendant une conférence ne lâchent pas leur smartphone. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour regarder les tweets qui peuvent passer sur la conférence. Moi je constate une question sur... alors c'est CM Guillaume, je ne sais pas où vous êtes. Enchanté. Donc la question c'est quelle définition avez-vous d'un influent et quels critères? Les critères qu'on a utilisés, vous l'avez vu, il y a les 3 axes qui sont le temps passé, le nombre de réseaux et en fait la notion d'influence. La notion d'influence par rapport aux intensifs, c'était uniquement, la grosse différence entre les deux, c'était en fait le nombre de relations. On était en fait à un volume pour ces 4%
de personnes qui avaient plus de 500 relations. C'est le segment déjà l'année dernière qui intéressait tous les marketeurs. C'est ceux qu'on souhaite utiliser pour des programmes ambassadeurs. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il est intéressant pour une marque de pouvoir détecter des populations qui ont plusieurs centaines d'amis, puisque comme ça, si vous avez un ambassadeur, un bon client ou un mauvais client à gérer, ça sera beaucoup plus simple si vous l'avez détecté dans votre base de données. C'était juste la question Twitter. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions actuellement. Ça va venir. C'est pas fini. Allez-y, posez-en. On va continuer alors. Si vous avez d'autres questions sur les usages, etc., il y aura un temps de parole à la fin pour vous. Par contre, n'hésitez pas du tout à poser vos questions sur chacune des parties, puisqu'on essayera d'avoir une conférence un peu ludique et un peu interactive, parce que sinon, on va vous garder 1h30. Je pense qu'à la fin de l'1h30, vous allez être plutôt fatigué. Vous n'êtes pas obligé de poser vos questions que sur Twitter. Hein. S'il y en a qui veulent lever la main, la méthode ancienne marche aussi. Dans l'étude, on revient sur l'étude Social Media Attitude. Et on a posé en fait la question quelles sont les motivations à devenir fan ou follower d'une marque. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait aujourd'hui vous avez, on va prendre les 4 premières causes qui sont ressorties. On a fait la distinction, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait vous avez en gris les fans clients en comparaison des fans non clients. Donc les fans toutes bases, pardon. Donc la première raison reste quelque chose de très positif qui va plaire autant aux marketeurs qu'aux personnes qui font de la communication, c'est l'attachement à la marque. Pour 72% des fans, tous les fans confondus, et c'est encore plus fort chez les fans clients qui représentent 76%. La deuxième raison, c'est un contenu intéressant autour de l'actualité de la marque. J'ai regardé ce matin ce qui se disait dans les différentes conférences sur Twitter ou les petits échanges qu'il y avait dans les différents stands. Le content management est un sujet un peu chaud en ce moment. Facebook a changé son algorithme qui fait que le contenu est devenu vraiment une clé d'interaction avec ses fans. Twitter est en train de pousser aussi la notion de contenu. Donc c'est quelque chose qui nous incite, nous aussi, en tant que marketeurs, de se positionner différent dans notre relation avec les fans ou les followers. Et donc c'est là où on voit que le contenu a sa place, et c'est la deuxième motivation pour 41 ou 40% des gens. La troisième raison, c'est une participation à un jeu concours, quelque chose qu'on connaît tous et qu'on a tous pratiqué à un moment ou un autre dans nos opérations de prospection. Donc ça concerne 35% des fans clients et 35% des fans non clients. Et le quatrième, c'est un événement, pour 31% et 31%. C'est quelque chose qui est très intéressant, l'événementiel, puisque c'est le canal social, qui est un canal vraiment instantané, vous permet de jouer sur cette notion d'événementiel, d'interagir avec vos socionautes. Et on le voit un peu avec la mobilité, sur la télé, etc. C'est exactement ça aujourd'hui. C'est qu'en fait, vous avez vu le développement, j'imagine tous, du hashtag sur les différentes émissions de télé que vous pouvez suivre. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose où l'internaute a la possibilité d'interagir ou de converser avec une star, une marque, une chaîne de télé sur un événement précis. On a regardé ensuite ces socionautes, qu'est-ce qu'ils attendaient. C'est bien de devenir fan, c'est bien d'avoir des échanges avec une marque, mais potentiellement, ils attendent quelque chose aussi. Alors, il y a des choses qui ne changent pas. On leur a posé donc la question qu'est-ce que vous souhaitez quand vous êtes devenu fan ou follower d'une marque? La première chose qui ressort, c'est presque dans toutes les études, donc là, c'est le biais études et population, c'est des réductions commerciales. Je pense qu'ils se sont tous dit qu'ils allaient recevoir un bon de réduction à la fin de l'étude, ce qui n'a pas été le cas. Donc 88% d'entre eux attendent des réductions commerciales. 85% d'entre eux attendent des informations exclusives. 84%, et là on a une information qui commence un petit peu à rentrer dans le CRM, c'est 84% d'entre eux veulent pouvoir donner leur avis sur la page d'une marque, et 80% d'entre eux, 83 pardon, veulent pouvoir donner des conseils. Pouvoir donner son avis, vous voyez déjà l'interaction par rapport au marketing direct classique. Il y a une remontée des consommateurs qui veulent donner leur avis sur le produit ou sur la marque. On va le voir véritablement après, il y a toute une partie sur cette notion de canal d'expression. On a voulu aussi, on a tous une expérience aujourd'hui qui vient du marketing multicanal, que ce soit le postal, du téléphone, de l'email, le canal social ou le mobile. Et donc on a posé la question aux personnes, dans le cadre de votre relation avec une marque, après un achat ou pour prendre de l'information, quel est le canal que vous allez privilégier pour prendre la parole avec la marque? Le salon e-marketing va être assuré. Les premiers canaux qui sortent sont le site internet de la marque et l'email.
Ensuite, vous avez, qui concerne uniquement les réseaux de distribution, le réseau de magasins. Et le canal social arrive en 4e position avec 20% des utilisateurs. C'est une progression qui est plutôt très forte par rapport à l'année passée. Et ça sous-entend aussi un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a peu de marques qui ont réellement investi d'un point de vue marketing les médias sociaux. Vous avez de plus en plus de marques dans la téléphonie, par contre, qui développent leurs services clients dessus, etc. Donc ça, c'est des exemples aussi où on voit que ça fonctionne très bien. Et donc aujourd'hui, vous avez une proportion d'utilisateurs qui vont aller directement sur le réseau social pour aller chercher de l'information. Ce qui est, juste pour terminer, ce qui est intéressant, c'est de voir que 14% disent que ça sera par courrier, ou 8% par téléphone. Téléphone, là, on n'a pas fait la distinction avec le mobile, donc c'est téléphone tout confondu. Ce qui veut dire que ces médias un peu plus traditionnels, aujourd'hui, sont vraiment en passe de devenir secondaires dans la relation avec une marque, quelle que soit la prise d'information que vous souhaitez prendre. Le canal d'expression. L'évolution du web a vraiment permis aujourd'hui à tous les utilisateurs que vous êtes, que nous sommes, de prendre la parole, à titre personnel, à titre professionnel ou à titre de consommateur. Et donc le web social a eu en fait, lui, un vecteur d'accélérateur. Quand on a mis à disposition des outils relativement très simples, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Google+, c'est des outils simples pour tous les utilisateurs, et donc en fait le consommateur a pu prendre en direct la parole avec une marque. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a 32% des socionautes qui déclarent avoir émis un avis sur les médias sociaux, sur une marque ou un produit. Cette proportion est encore plus forte chez les influents, puisque c'est 48% des influents. Je reviens sur la question de tout à l'heure. Souvenez-vous, les influents, plus de 500 relations. Vous vous doutez bien que si l'avis, qu'il soit positif ou négatif, mais s'il y a un avis d'une personne influente, vous allez aussi obligatoirement avoir un impact sur votre marque, sur votre visibilité. Pardon. Et on a demandé à toutes ces personnes qui ont émis des avis, qu'est-ce que vous avez dit ? Est-ce que c'est une recommandation ? Est-ce que c'est une critique ? Alors 57% des avis concernaient l'utilisation du produit ou du service. Donc là, on est plutôt dans le conseil. Il y a tout de même 30% des gens qui ont recommandé directement le produit. Donc là, c'est très positif. Encore une fois, dans le marketing relationnel, on cherche tous à monter des super programmes ambassadeurs, on cherche tous à prospecter, on cherche tous à fidéliser, surtout en période de crise. Là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a quand même 30% des socionautes qui ont déclaré « Quand je poste un avis, ça concerne aussi un avis positif, une recommandation auprès de mon public ». Par contre, il y a 49% des socionautes qui ont émis un avis, qui ont émis une critique. Là, on a pris une claque par rapport à l'année dernière, puisque ça a explosé en termes de recommandations négatives, on va dire, de critiques. Et le chiffre un peu clé et un peu déstabilisant, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'annonceurs dans la salle, hein, mais c'est 71% des socionautes qui ont déclaré, lorsque j'ai émis une critique, j'ai eu la sensation de ne pas être écouté, de ne pas avoir eu une quelconque interaction avec la marque à ce niveau-là. L'impact des réseaux sociaux dans le processus d'achat. On a voulu, en fait, si vous regardez un petit peu le fonctionnement, on a essayé d'avoir ce côté fidélisation, ce côté prospection. Ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, dans le processus d'achat, les réseaux sociaux sont devenus une clé de prise de décision. Historiquement, quand les médias sociaux n'étaient pas autant développés, on allait chercher, dès qu'on a eu Google qui est sorti, on allait chercher des informations sur Google, et ça nous donnait des avis sur les produits, etc. Aujourd'hui, il y a 37% des socionautes qui vont chercher sur les médias sociaux pour trouver de l'information, que ce soit des avis positifs, des remarques négatives, etc. Ce qu'ils prennent en compte la plupart du temps, c'est la qualité du produit à 86%, le rapport qualité-prix pour 78% et le SAV pour 43%. C'est des tendances qui restent à peu près similaires à tous les moteurs de recherche aussi quand vous faites des recherches sur des avis produits. Bon, par contre, on a un peu du mal aujourd'hui, on ne vend pas réellement sur Facebook, on ne vend pas sur Twitter. Je ne sais pas si Twitter est présent aujourd'hui au salon, donc peut-être qu'ils sont dans la salle, mais il n'y a que 3% des gens qui ont déclaré en fait, avoir acheté sur un réseau social. Par contre, ils sont 27% à le faire, prêts à le faire. Donc c'est une tendance où on a quelque chose quand même en vue, où on sait que ça va se transformer. En sachant que sur les 3%, on a présenté l'étude aux différents annonceurs qui ont participé et nous ont dit bah ouais, mais en même temps personne ne le fait. Donc effectivement, il y a très peu de marques qui se sont lancées sur le S-commerce et donc c'est aussi une façon de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a que 3% des gens qui l'ont fait alors que l'offre est très très limitée. Par contre, c'est un vrai canal d'acquisition. Et ça, c'est un chiffre qui nous a plu.
J'ai consciente parce qu'on s'est dit, là, on tient quelque chose. Il y a 15% des socionautes qui ont déclaré dans l'étude être devenus nouveaux clients, donc vrais nouveaux clients d'une marque, uniquement en raison de sa présence sociale et des commentaires sinon présents sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que même si on ne le voit pas, parce qu'on a du mal à traquer ces personnes-là qui peuvent arriver chez nous, mais aujourd'hui, il y en a 15% qui déclarent « Moi, je suis devenu client de cette marque-là parce qu'elle a une présence sociale, parce que j'ai trouvé de l'information via mes amis, etc. » Et donc, on peut considérer que par contre, les médias sociaux sont un vrai canal d'acquisition complémentaire à tout ce qu'on peut faire en parallèle, que ça soit sur le postal, l'email, le téléphone, etc. Je crois que c'est le dernier slide où je vais vous laisser un peu tranquille après. Social Ads et Socionautes. On a aussi posé la question de savoir est-ce qu'ils cliquent sur les Social Ads. Je ne sais pas si vous en faites, je ne sais pas si vous cliquez. C'est aujourd'hui les Social Ads, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, Facebook, c'est une part non négligeable ou presque majoritaire sur certains réseaux. Ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, il y a 24% des socionautes qui déclarent cliquer sur des social ads. Et je me souviens qu'il y a un slide juste après qui explique les raisons. Au niveau des motivations qui ont incité en fait, l'utilisateur à cliquer sur la pub, c'est 71% l'intérêt de l'offre. Je ne sais pas si vous avez testé, mais en termes de ciblage, quel que soit le réseau, vous avez une profondeur et une qualité de ciblage qui est assez exceptionnelle, quel que soit le réseau, encore une fois. 70% par curiosité, chiffre qui ne bouge pas. L'année dernière, on a eu aussi le même phénomène. C'est quelque chose encore qui attire un petit peu l'œil, qui suscite de l'intérêt. Et donc on regarde. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est du clic transformant. Et le dernier, où là on met vraiment beaucoup de guillemets, c'est le visuel attractif. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui voient les pubs, sauf qu'une pub sur Facebook c'est 100 pixels, sur 50 pixels, sur 70, donc niveau créativité on est quand même assez limité. Sur Twitter c'est une phrase, donc on est quand même assez limité, mais il y en a 55% qui disent que c'est un visuel attractif. Je suis désolé. Et donc, quand on refait le même focus sur les socionautes bobinautes, donc notre petit segment de tout à l'heure, alors, on voit que 82% des socionautes mobinautes sont devenus fans en raison de leur attachement à la marque, encore plus haut. On était à 70 et quelques tout à l'heure. 57% des socionautes mobinautes sont fans ou suivent plus de 6 marques. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus que les autres. 88% des socionautes mobinautes sont clients des marques qu'ils suivent ou dont ils sont fans, 5 points supérieurs. 36% des socionautes mobinautes ont déjà émis un avis sur une marque ou un produit. Là, de mémoire, on est à peu près à équivalence. Et enfin, 26% des socionautes ont déjà cliqué sur des social ads. Je vais juste revenir sur ce dernier point, les 26%. Sachez qu'aujourd'hui, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, ce sont les social ads mobiles qui sont les plus performantes en termes de transformation et en termes de captation de nouveaux clients. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que même les utilisateurs de mobile, les socionautes mobiles, sont aussi un peu plus enclins à cliquer sur ces publicités. Et vous verrez que tout annonceur qui utilise les médias sociaux, effectivement, aujourd'hui, va pouvoir cibler l'OS iPhone, iPad, etc., ou Android, parce qu'il y a aussi un intérêt. Vous allez chercher une population un peu plus, avec une CSP potentiellement supérieure, et surtout une population qui est plus enclin à avoir une interaction avec la marque. Juste une chose, je vois des questions qui commencent à arriver sur pourquoi ceci, pourquoi cela. Ce qu'on vous donne ici, ce n'est pas notre vision, hein, c'est la restitution d'une étude, c'est très important. C'est-à-dire que cette étude a été redressée, donc elle est fidèle, mais c'est la restitution. Il n'y a pas d'avis de notre part. Donc effectivement, certaines personnes peuvent dire dans la salle pourquoi ceci, pourquoi je ne sais plus, il y a 2-3 questions, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi pas YouTube, par exemple. Ouais, pourquoi pas YouTube, etc. Mais on a posé les questions de cette façon, on aurait pu les poser différemment. Mais ce qu'on vous donne, c'est la restitution, hein. Il n'y a rien d'inventé dans notre présentation. Tout vient du questionnaire qui a été fait entre, je vous l'ai dit, entre juin et juillet 2012, tout en sachant que ça a bien entendu évolué depuis. Attends 2 secondes. Juste par rapport à YouTube, parce qu'on a quand même une raison. En fait, c'est une étude sur les réseaux sociaux et c'est pas une étude sur les médias sociaux. Alors, et il y a une petite. Peut-être qu'il y a une petite erreur parce qu'au début on a mis médias sociaux, mais c'est vrai, c'est plus réseau social. Ouais. D'ailleurs, l'intitulé de l'atelier, c'est l'atelier des réseaux sociaux et pas des médias sociaux. Et YouTube, ça fait partie des médias sociaux et non pas des réseaux sociaux. En fait, la grosse différence, c'est qu'on a vraiment cette notion de plateforme communautaire. YouTube rentre dedans.
On a fait le choix d'enlever en fait ces plateformes-là. On aurait pu en avoir d'autres en fait. On a pensé à plein d'autres sites. On n'a pas mis Instagram, etc. Alors que potentiellement il aurait dû être dedans, puisque c'est un réseau social à part entière. La seule chose, c'est qu'on a préféré avoir plutôt des plateformes sociales d'engagement, de relations, que des plateformes de contenu. Alors juste pour rebondir sur une autre question qui a été posée, puisqu'il y en a beaucoup, on vous en remercie. Sur les QR codes et les flash codes, vous avez peut-être pour certains retenu qu'il y avait 0%, mais vous avez mal lu le slide. Le 0, en général, dans un diagramme radar, est au centre. Et là, ça touche les 10%. Donc vous avez bien 10% de personnes, de socionautes ou de mobinautes, qui utilisent les flashs et les QR codes. Pour continuer sur la présentation, sur la partie mobile, on a demandé aux mobinautes et aux tablonautes un certain nombre de choses, et on a notamment regardé ceux qui sont intéressés par les offres géolocalisées. Et on a été très surpris de voir qu'il y a 6 utilisateurs sur 10 qui acceptent de recevoir des offres commerciales géolocalisées selon leur endroit de déplacement. Alors, chose très importante, effectivement, au niveau du recueil de l'opt-in, une fois que l'opt-in est récolté, il y a matière à faire un marketing cross-canal très intéressant. Et bien sûr, il ne faut pas s'en priver. Ensuite, on a regardé sur la partie fidélisation, la dématérialisation des cartes de feed qui est très à la mode, avec un certain nombre d'applications qui sont peut-être présentes sur le salon. 83% aimeraient dématérialiser des cartes de fidélité sur smartphone. J'ai un client qui est dans la distribution et qui me dit souvent, j'ai des gens qui arrivent à la caisse avec la carte de fidélité et le code barre de leur carte et qui veulent absolument qu'on scanne ce qu'ils ont sur l'écran et non plus la carte que l'enseigne avait donnée aux clients. Parfois, ça pose un certain nombre de problèmes de lecture, mais bien sûr, les barrières techniques devraient bouger. 80% souhaiteraient des applications dédiées à des programmes de fidélité. Donc là, c'est un message, c'est que les applications ou les sites mobiles ne tiennent pas forcément compte du programme de fidélité, et c'est quelque chose qui est plébiscité par les mobinautes et les tablonautes. Il faut remarquer que ce sont plutôt des hommes, 43%, qui souhaitent la dématérialisation de toutes leurs cartes. Donc probablement qu'ils ont un portefeuille plus petit et pas de sac à main. Mais effectivement, contre 32% des femmes. Donc c'est l'ensemble des cartes de fidélité dématérialisées, ce qui veut dire que la carte plastique va probablement disparaître dans les esprits ou dans les usages. Autre chose, sur la billetterie, on a demandé si les mobinautes et tablonautes souhaitaient dématérialiser des billets, et 45% ont souhaité répondre l'ensemble des billets. Donc c'est déjà le cas pour un certain nombre de spectacles, de transports sur smartphone, mais c'est effectivement quelque chose qui est très plébiscité. L'âge ne joue pas tellement dans le souhait de la dématérialisation. Par contre, il y a effectivement les plus de 50 ans qui sont plus nombreux à refuser, puisqu'ils sont 59% à dire que ça ne les intéresse pas. On leur a posé la question si les messages commerciaux, selon eux, étaient adaptés sur affichage sur mobile. Donc 47% d'entre eux considèrent que les messages commerciaux qui leur sont adressés ne sont pas adaptés à un affichage sur smartphone. Dans messages commerciaux, on entend un peu de tout. Hein. Ça peut être site web, email, landing page derrière un email, etc. Ou même formulaire. Donc ça, pas de surprise. Pour les marques, bien évidemment, il faut que tout ce qui est site web, email, formulaire ou même landing page soit adapté à un affichage sur mobile. Ce qu'ils attendent des marques, donc là, sensiblement, les 3 premières choses qu'ils attendent sont des avantages directs pour eux. Donc on l'a vu, c'est à peu près les mêmes réponses que pour l'étude sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils veulent, c'est des réductions, sans grande surprise, des promotions, des offres commerciales, et encore des invitations exclusives à des événements privés, des ventes privées. Après, dans une moindre mesure, il faut quand même les prendre en compte, tout ce qui est fiches techniques, conseils et recommandations, etc. Donc, les choses de réassurance, les choses qui rassurent un peu les mobinautes quand ils achètent un produit. Une question qui est assez intéressante, on l'a demandé, parce qu'on l'a vu précédemment, le mobile,
se connectent, voilà, les mobinautes se connectent un peu n'importe quand. Ça peut être dans une salle d'attente, dans les transports, etc. Et quand on surfe à ce moment-là, c'est un temps qui peut être assez court. Et du coup, on peut repérer un produit en surfant, mais on n'a pas le temps d'aller un peu plus loin dans le produit, de le comparer ou de regarder un peu mieux comment il est. Donc on leur a demandé, si vous trouvez une offre intéressante sur mobile, est-ce que vous aimeriez pouvoir le consulter plus tard sur ordinateur? Donc 71% d'entre eux répondent oui. Et quand on leur demande via quel canal vous aimeriez retrouver ce produit, le canal est le canal email. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un repère un produit en surfant sur application ou sur site mobile, ce qu'ils aimeraient, c'est quelques temps plus tard le retrouver dans leur boîte email. Donc c'est une stat assez intéressante. Ça montre bien qu'il faut favoriser les passerelles entre les canaux. Et on a également posé des questions sur l'intérêt du scan produit. Donc là, c'est encore une fois des chiffres qu'on retrouve dans l'étude sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils veulent quand ils scannent un produit, c'est voir en premier les avis du consommateur, les recettes et bons plans, l'origine du produit, donc encore une fois des choses qui rassurent le consommateur sur le produit qu'il va l'acheter. Par contre, en dernier lieu, c'est toutes les informations sur le CO2 ou le recyclage. Pas très développement durable. Bien. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai noté quelques-unes sur Twitter, mais est-ce que vous avez des questions déjà sur aussi cette partie un peu plus spécifiquement, sur les attentes? Et des questions traditionnelles où on lève la main et on vous apporte le micro. Ne partez pas tous, restez là. On n'en a plus pour très longtemps. Bon, juste sur Twitter, je suis désolé, ça concerne uniquement les médias sociaux actuellement. N'hésitez pas à poser plein de questions sur la mobilité. Il y a eu une question sur la désinscription donc de Greg DS, qui nous posait la question de savoir en fait combien de personnes se désinscrivaient d'une page, d'une page ou d'un compte de marque, donc de tous ses followers ou de ses fans. C'est une question qu'on a posée. Effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'un utilisateur sur deux déclare s'être déjà désinscrit d'une page ou arrêté de suivre un compte sur Twitter ou sur G+. Il y a eu une question aussi concernant la relation à la marque. Alors là, on quitte un petit peu le cadre de l'étude. C'est AlBD, si je ne me trompe pas. Et en fait, la personne demandait, lorsque vous êtes susceptible d'être critiqué sur les médias sociaux ou d'avoir une plainte, une remarque, comment est-ce que vous gérez celle-ci? Et la personne marquait, est-ce qu'on gère de façon one-to-one? Donc j'ai un consommateur qui critique et je gère la relation directement avec lui. Ou sinon, si j'ai plusieurs critiques, je gère avec tout le monde. Juste là, c'est en dehors de l'étude, mais je vais vous dire que si demain, vous avez 200 consommateurs qui viennent se plaindre sur votre page et que potentiellement il y a un souci quelque part, et donc vous allez effectivement devoir gérer la totalité d'un coup, on peut le voir avec Zara qui s'est fait tacler récemment par Greenpeace, où des slacktivistes sont venus sur sa page et elle a su relativement très bien gérer cette campagne, puisqu'elle a changé son chemin de production, elle a répondu à tout le monde, et les consommateurs qui ont désavoué temporairement la marque l'ont félicité par la suite. Donc là, c'est une gestion en one-to-many. Et ensuite, quand vous avez des problématiques de service client, comme un Free, un SFR ou un Orange qui va gérer une partie de son service client sur des médias sociaux, là, ce qui est intéressant, c'est de faire du one-to-one, et ils prennent la parole en vous demandant votre numéro de client, etc., pour pouvoir faire du SAV via ce canal-là. Et la dernière question qui était de Sego, qui était liée au centre d'intérêt d'une communauté. Est-ce que c'était le fait d'appartenir à une communauté, d'aller devenir fan ou follower d'une marque, était lié parce qu'une marque on partageait au sein de la communauté de la marque des valeurs communes? C'est quelque chose qu'on n'a pas posé comme ça dans l'étude, puisque en fait, on était plutôt dans la notion de dire qu'est-ce qui va vous inciter directement à devenir fan volontairement sans aller rechercher obligatoirement le fait du contenu qui est partagé. On va être plutôt lié, non pas par rapport à la question qu'on a posée, hein, on va être plutôt lié au contenu, et donc c'est là où on va pouvoir partager des valeurs communes, et ça sera certainement lié au contenu qui est diffusé par la marque.
y avait des questions sur les secteurs d'activité, donc ça tombe bien, nous y voilà. Dernière partie. Les secteurs les plus suivis par les socionautes. En fait, là, c'est très simple. On a posé la question de savoir quels sont les secteurs dont vous êtes le plus généralement fan ou follower. Et donc, en fait, on a eu... Bon, je vais encore faire le jeu de... Je sors 4 secteurs d'activité, puisque là, il y en a un peu trop. Vous pouvez voir, il y a de l'alimentation, artistes, musique, etc. Ce qu'on constate, je suis désolé parce que je vois très mal. Donc le premier secteur qui sort, c'est un secteur qui n'est pas lié à une marque finalement. C'est lié à une communauté. Et là, je reviens un petit peu, donc la personne qui a tweeté Sego sur la partie valeur commune, on va dire, c'est de l'artiste ou musique. Là, on ne va pas suivre un label, on va suivre directement un artiste. Aujourd'hui, ça représente 62% des socionautes. On a réutilisé la petite partie socionaute mobinote et donc ça concerne encore plus de personnes, c'est 69% des socionautes mobinotes. Le deuxième secteur d'activité, c'est le secteur de la mode et des accessoires. On a enlevé, je crois qu'on l'a dans le rapport complet, mais on sait que le comportement d'être fan était un comportement un peu plus féminin, mais très légèrement, je crois que c'est 57%. Ça joue un petit peu sur ce secteur-là, qui est vraiment surreprésenté par contre sur la population féminine. Donc ça concerne 45% des socionautes et 52% des socionautes mobinotes. Troisième secteur, qui est un secteur un peu atypique, c'est l'alimentation, mais c'est quelque chose qui parle beaucoup aujourd'hui et même les réseaux sociaux culinaires fonctionnent très très bien. Et enfin, le quatrième secteur, c'est l'high-tech, à 35%. Je vais mettre un petit secteur à part qui est plutôt intéressant aussi, et encore une fois dans cette logique de valeur commune, c'est tout le secteur des associations à but non lucratif, qui aujourd'hui qui arrive en 5e position, et ça concerne 28% des socionautes qui se déclarent fans d'une ONG. Là, ça devient très intéressant, puisqu'une ONG, à la différence d'une marque, ne va pas offrir de services, elle va offrir de l'actualité, elle va offrir de l'engagement, elle va offrir d'autres choses. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que même un secteur qui est vraiment en dehors du monde marchand arrive clairement à être positionné sur les médias sociaux. Et on a posé la même question sur les mobinotes. Sur quel secteur ils allaient plus surfer sur les sites ou applications, pardon. Donc là, le secteur numéro 1, c'est tout ce qui est banque-assurance. À mon avis, on a tous l'application de sa banque sur son smartphone. Tout ce qui est transport et voyage, donc bien évidemment, je pense derrière qu'il doit y avoir beaucoup de voyages SNCF ou de SNCF, TER, etc. En troisième secteur, on a tout ce qui est médias et édition. Donc nous, on l'a intitulé comme ça dans notre étude. Il y a sûrement une corrélation avec tout ce qui est artistes et musique de ton côté. Et ensuite, donc je vais prendre les 4 premiers, tout ce qui est high-tech, télécom et produits culturels. Vient quand même assez loin derrière tout ce qui est mode, hygiène, beauté, etc. Mais c'est quand même des sites ou applications qu'on voit de plus en plus souvent. Et encore une fois, on remarque bien que les utilisateurs d'iPhone surfent beaucoup plus sur les sites ou applications des marques. C'est sûrement dû aussi à le nombre d'applications qui existent dans le parc Apple, contrairement, en tout cas en juillet, au parc Android. Juste avant de revenir sur ce slide, pour compléter ce qu'a dit Marion, si vous prenez leur courbe et la nôtre, en fait, c'est l'inverse. C'est presque l'inverse. Nous, la banque assurance, personne ne veut trop aller suivre sa banque ou son assurance. Donc, ça concerne que 8%, alors que c'est le premier secteur d'activité sur mobile. Après, le luxe, dans notre étude, représente 18%, alors que c'est le dernier secteur sur mobile. Donc, c'est vrai que finalement, on a deux contrebalancements. Et c'est là où aussi on voit le côté usage et on va dire émotionnel. Les médias sociaux, il y a une phrase qui est sortie récemment, c'est quand on fait de la publicité sur Facebook, c'est comme aller faire de la publicité lors d'une soirée, entre amis. Effectivement, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même sur les médias sociaux dans une logique relationnelle. La mobilité, aujourd'hui, nous apporte surtout des services supplémentaires. On a une relation avec son smartphone, mais par contre, on a des outils supplémentaires qui nous sont transmis. Et donc les chiffres clés de l'étude sur la social media attitude, si on fait un petit condensé, c'est que 52% des socionautes sont présents sur plus d'un réseau social. Donc je ne sais pas si dans la salle il y a encore des personnes qui se posent la question, doit-on aller sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont-ils quelque chose, un épiphénomène? On peut le constater, aujourd'hui ce n'est plus un épiphénomène.
Il y a 95% des socionautes qui sont inscrits sur Facebook. Donc, à part si vous avez vraiment envie de vous différencier, pour la plupart des marques, on vous incitera toujours, dès que vous avez du B2C, d'aller sur Facebook, au moins d'avoir une petite présence dessus. 36% des socionautes sont fans ou suivent une marque sur un réseau social. 37% des socionautes prennent l'avis des autres socionautes avant d'acheter. 32% ont émis un avis concernant une marque ou un produit sur un réseau social. Et enfin, 15% sont devenus nouveaux clients d'une marque grâce à sa présence ou les commentaires sur un réseau social. Donc j'espère juste que ces chiffres-là vous incitent à prendre en compte que ce canal-là est vraiment intégré dans votre stratégie. Et je reviendrai juste sur un petit commentaire qui a été fait sur Twitter. Stop, on arrête le papier. Non, on n'arrête pas le papier, on le complète. Et aujourd'hui, c'est effectivement ça, c'est on complète avec ce canal-là et on utilise pour de nouvelles aventures avec ses consommateurs ou ses prospects. Et en ce qui concerne le mobile, pour répondre à la question de Pierre-Antoine qui se posait la question, on vous a montré beaucoup de chiffres, quels sont les quelques-uns qu'il faudrait retenir. Nous, on en a retenu 3 qui sont d'abord 26% des mobinautes déclarent utiliser leur mobile en continu. Ça veut dire que le temps d'exposition aux médias est devenu vraiment très important. Il complète, on parlait souvent des 3 heures de télé, puis des 3 heures de l'écran Internet. Et on n'a pas là de chiffres, mais sur d'autres études, on voit qu'il y a 3 heures d'écran mobile. C'était la moyenne qu'on avait tout à l'heure. Ça veut pas dire qu'on a 9 heures de temps d'exposition à des médias parce qu'on les utilise souvent en même temps. Mais le mobile commence à prendre une place de plus en plus importante, même si son format, effectivement, demande des fonctionnalités particulièrement concises et simples. 83% des interviewés souhaitent disposer de leur carte de fidélité sur mobile. Alors oui, c'est vrai, le papier continue à exister. Il y a une forte demande des mobinautes et des tableaux-notes à avoir de plus en plus d'applications, puisque ce qu'on a tout le temps dans sa poche et à portée de son doigt, c'est effectivement son smartphone. Et 60% des répondants accepteraient de recevoir des offres commerciales géolocalisées. Alors, c'est peut-être pas très à la mode par rapport à ce qu'on entend en ce moment vis-à-vis de la CNIL et vis-à-vis des pouvoirs publics qui sont en train de légiférer. Je ne sais pas si vous le savez, mais je fais un petit peu de pub pour le SNCD puisqu'on a une commission lobby et on essaye de travailler avec le ministère de manière à ce que nos professions, donc vous, prestataires, et vous, annonceurs, nous puissions travailler correctement, bien sûr, avec tous les gens qui sont intéressés par les fonctionnalités de marketing relationnel, et preuve en est qu'ils sont intéressés. Donc il y a des textes qui ont été votés l'année dernière et qui passeront probablement au Parlement prochainement. Je fais aussi de la pub pour un dispositif qui s'appelle Passitel. Qui connaît Passitel ici? Levez la main. Donc c'est bien que je fasse de la pub puisque j'ai vu 4 mains se lever. Passitel, vous pouvez aller sur passitel.fr. Vous allez pouvoir entrer votre numéro de fixe ou votre numéro de mobile. Et normalement, toute la profession devrait utiliser ce numéro comme repoussoir, donc liste noire, de manière à ne plus vous solliciter pour faire de la prospection téléphonique. Je parle bien de prospection, donc si vous êtes client d'une marque, Passitel ne s'appliquera pas. Par contre, si vous ne souhaitez plus recevoir de prospection téléphonique, vous pouvez rentrer vos numéros de téléphone. Donc Passitel devrait, peut-être, nous œuvrons en ce sens, devenir obligatoire. Donc on était dans le cabinet du ministre il y a quelques jours encore, et il est très attentif, Benoît Hamon, à ce que ce dispositif devienne obligatoire. Donc il faudra, vous, annonceurs, et nous, prestataires, que nous utilisions cette liste repoussoir pour que les clients qui ont tout le temps justement leur mobile dans leur poche ne soient pas dérangés pour de la prospection qu'ils pourraient considérer comme intrusive. J'aimerais bien rebondir sur les 2 derniers chiffres là, de la conclusion. De mémoire, il y avait aussi 80% des interviewés qui souhaiteraient disposer d'un programme de fidélité via une application. Et quand on voit que 60% acceptent de recevoir des offres commerciales géolocalisées, on poste forcément derrière une notification push sur application mobile. Donc là, ce qu'on voit, c'est que si on fait une application dédiée à un programme de fidélité, on vise forcément nos meilleurs clients. Et si en plus, ces clients-là acceptent
de recevoir des notifications. C'est un meilleur moyen, en tout cas pour les marketeurs, d'optimiser les points de le contact, en tout cas, entre ces possesseurs de cartes de fidélité qui sont vos meilleurs clients et l'acceptation des notifications push pour relancer toujours cette histoire de programme fidélité, de programme relationnel. On n'a pas beaucoup parlé des notifications, mais en tout cas, je pense que c'est véritablement un canal à prendre en compte au même titre maintenant que l'email, le SMS ou quoi que ce soit. Bien, encore une fois, l'étude sera encore plus complète, plus aboutie avec notre expérience de 2 ans maintenant qu'on vous présentera l'année prochaine. Alors, mobilité, médias ou réseaux sociaux, convergence naturelle ou pas? Oui, bien sûr, convergence naturelle, puisque effectivement la mobilité a permis aux réseaux sociaux de dépasser les limites de l'ordinateur, hein, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus connecté et on n'est plus seulement derrière son ordinateur, mais on peut être connecté via les plateformes mobiles que vous connaissez, que sont essentiellement les plateformes, les smartphones et les tablettes, bien entendu. Ça devient aussi l'occasion pour les médias sociaux de créer de nouvelles plateformes, voire de nouvelles offres, de nouveaux services, pour les annonceurs et pour vous, bien entendu, et avoir une audience qui est plus importante, plus réactive, bien sûr. Hein, avec un mobile, c'est plus réactif, ou ça ne l'est pas du tout d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, mais ça l'est plus. Alors, après, certains diront, oui, mais plus ça va, plus on est connecté. Certes, plus on est connecté, on vit dans ce monde-là, c'est comme ça, hein, c'est l'évolution qu'on a souhaité en réalité, parce qu'on n'est pas obligé d'être connecté, mais on l'est, et on l'est de plus en plus. Vos enfants, si vous en avez, le sont beaucoup plus que vous peut-être, et ils le seront beaucoup plus. Donc tout ça, ça a complètement révolutionné les modes de communication, et effectivement, on est connecté du matin au soir. Vous l'avez vu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit à travers de la mobilité. Quand on se lève le matin jusqu'à ce qu'on se couche le soir et qu'on a des insomnies, la première chose qu'on fait, on regarde son mobile. On le regarde et en plus, il est toujours presque sous l'oreiller. Hein, les études le disent. Il est trop près de vous, ce mobile. Il faut vous habituer à le lâcher de temps en temps. C'est quelque chose de compliqué, mais un petit jour d'abstinence, c'est peut-être pas mal. Voilà, en tout cas, nous, on est, au-delà des questions qu'on va avoir, on est ravis de vous avoir vus aussi nombreux dans cette salle. Encore une fois, je vous remercie tous d'abord d'avoir été aussi, d'avoir posé ces questions dont on va débattre tout à l'heure peut-être, d'avoir été aussi présents. Je vais vous faire un petit peu de gymnastique quand même, parce que j'aime bien ça. Là, ça fait longtemps que vous ne bougez plus. Donc, je voulais savoir dans la salle qui était membre de Viadeo. Waouh! Vous pouvez baisser, il y en a beaucoup. Je dirais qu'il y en a 2 sur 3 d'après ce que j'ai vu. Maintenant, qui est membre de LinkedIn? Ah, il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus, me semble-t-il. Hein, voilà, je ne dirais pas, mettez-vous d'un côté ou de l'autre, parce que de toute façon, je pense que vous auriez du mal à vous départager. Mais enfin, bon, c'est un signe. Hein, vous voyez, on parlait de 95% cette année, 98% de Facebook. En tout cas, vous êtes sur Viadeo et vous êtes sur LinkedIn. Je m'en doutais. Mais c'est une confirmation, puis ça vous a fait un peu bouger avant d'aller déjeuner. Et avant qu'on entame la partie des questions, encore une fois, venez au SNCD, allez voir vos patrons s'il le faut. On fait beaucoup de choses au SNCD. Au-delà de toutes les règles déontologiques qu'on essaye de faire le plus simple possible, tous ces ateliers sont une occasion pour vous de nous connaître, de vous connaître, de connaître davantage de choses et surtout de partager des expériences qui seront, je l'espère, de plus en plus enrichissantes. Donc venez, inscrivez-vous. Il y a le village ici, SNCD, donc j'espère que vous allez y courir tous après le déjeuner. Voilà, maintenant on va peut-être passer aux questions. Est-ce que tu peux juste changer le slide? Je change le slide. Voilà. Ah oui, merci à tous. Oui, c'est pas ça. C'est surtout que maintenant, il y a plein de gens qui ont pris des photos depuis tout à l'heure. Donc là, vous scannez pouvez y aller, là. Et vous avez toute la présentation qui est complète. Elle est téléchargeable. Vous pouvez la prendre, la mettre à disposition dans vos sociétés et la partager sur vos différents réseaux. C'est l'objectif aussi de cette présentation. Des questions? Si vous voulez, ceux qui n'ont pas tweeté, on peut faire tourner les micros si vous voulez. Pas de questions? Si, il y a une question. Oui, bonjour, Jean-Cédric Péano, directeur de la communication de Team Côte d'Azur. Bonjour. J'ai tweeté, mais bon, c'est un peu bloqué. Question sur le B2B, justement. Est-ce que vous avez des chiffres sur les usages? Parce qu'on voit que dans la salle, il y a beaucoup de B2B.
Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Et est-ce que, par rapport à l'international aussi, est-ce que vous avez des comparaisons par rapport aux usages internationaux? Voilà. Alors, avant de répondre à votre question, je devrais m'y intéresser doublement parce que je viens du B2C et je viens de rentrer dans le B2B. Donc, je devrais avoir votre réponse de manière évidente et toute faite, mais je vais laisser à Thomas le soin d'y répondre. Alors, on a fait le choix cette année. Là, vous avez un condensé de l'étude médias sociaux. Il y a quand même 70 questions, donc vous imaginez que nos 10 000 répondants, on les a séchés à la fin. On a fait le choix de peu poser de questions sur le B2B. On en avait posé l'année dernière. On a juste une question, donc j'avais bien vu votre tweet et j'ai regardé dans le rapport d'études. On a juste posé la question, vous diriez que les réseaux sociaux vous permettent de... Et dans les différents items, on avait la notion de rechercher un emploi. Et la seule chose qu'on a constatée, c'est qu'on avait tout de même 41% des gens qui aujourd'hui déclaraient utiliser les réseaux sociaux pour aller chercher un emploi. C'est l'une des tendances de fond. Facebook se positionne dessus, est en train de préparer une plateforme d'emploi. Et aussi LinkedIn qui pousse la chose. Je crois qu'ils sont aussi dans le salon aujourd'hui. Donc effectivement, l'aspect B2B, on pourra juste le faire si on le souhaitait, c'est-à-dire de regarder uniquement les utilisateurs de Viadeo et LinkedIn et de voir leur comportement. Voilà. Par contre, juste quelque chose de plus, les réseaux sociaux B2B, à mon avis, mais c'est un avis et ça ne sort pas de l'étude, vont se développer. Aujourd'hui, la façon dont on communique dans une entreprise avec ses salariés de manière massive, c'est essentiellement via les intranets. Les intranets, c'est de la communication descendante, mais ça ne remonte pas. Les réseaux sociaux, ça descend et ça remonte, ça bouge sans arrêt. Ce qu'il faut, évidemment, et c'est ça qui est important, c'est maîtriser tous ces flux. Voilà. Mais c'est quelque chose qui arrive. Je ne vous ferai pas de pub. Il y a quelques sociétés qui existent. Moi-même, j'ai testé une application, mais ce n'est pas encore complètement répandu. Mais par contre, ça va venir. Et juste par rapport, pour compléter sur l'aspect international, vous avez bien compris que cette étude est une pure étude française, donc on n'a pas trop de comparatifs. Il y a quelques études qui existent, et là, je vous inciterai à me donner votre email et on pourra vous faire suivre quelques données que nous, on a sur la veille qu'on effectue. Mais aujourd'hui, on a la fierté au SNCD aussi d'avoir l'étude la plus importante en termes de quantité et surtout en termes de profondeur. Donc il n'y a pas d'autres études qui nous permettent d'aller aussi loin actuellement au niveau international. Merci. Une autre question? N'hésitez pas. Oui. Il y en a une, mais elle est un petit peu loin. Voilà. Allez-y, allez-y. Je ne vous vois pas. C'est à gauche, à droite, au milieu. Oui, bonjour. Juste une question. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc à travers vos chiffres, l'évolution, on va dire, des applications dédiées multiplateformes, puisque maintenant de plus en plus elles sont développées pour tous les OS. Est-ce que vous croyez, si on croise ces chiffres-là par rapport aux réseaux sociaux, que cette part-là de personnes qui utilisent de plus en plus d'applications dédiées grignote en fait une part des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont fans ou followers de marques? Ce que vous voulez dire par là, c'est est-ce que si je télécharge une application, je suis finalement un petit peu moins actif sur les médias sociaux? Voilà. Est-ce que ce comportement se déplace sur l'appli dédiée plutôt que sur le réseau social? Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Effectivement, on a interrogé les utilisateurs de smartphones qui utilisent des applications ou des applications dédiées ou qui surfent. Et on voit que d'abord les applications montent en flèche. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'applications téléchargées. Ceci dit, leur usage n'est pas forcément très important. Il y a d'autres études que je ne commenterai pas forcément, mais qui parlent du temps d'exposition par application. Et il y a plus de 90% des applications qui sont téléchargées une fois, mais qui ne sont plus jamais utilisées. Donc on utilise quelques applications de manière favorite, et en général, d'ailleurs, on les met sur sa page de favoris. Parmi celles-là, c'est vrai qu'il y a quelques applications sociales, puisque quand on est à 54% utilisateurs d'applications sociales depuis un smartphone, évidemment, et qu'on est à 95% utilisateurs de Facebook d'une manière générale, on a très généralement Facebook et Twitter et un certain nombre d'autres applications comme LinkedIn sur sa première page. La question de la cannibalisation, elle n'est pas très simple parce que ça bouge extrêmement vite.
D'abord, il y a beaucoup de nouveaux formats qui arrivent. Donc la tablette elle-même est en train de cannibaliser une partie de l'espace du mobile. Les formats de tablettes sont de plus en plus orientés mobile et smartphone, puisqu'il y a on va dire des grands smartphones et des petites tablettes maintenant. Donc ce qu'on va s'attacher à faire, et ce n'est pas une forme de non-réponse, mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment la réponse, c'est qu'on va regarder ça effectivement dans l'enquête de cette année, et on va essayer de regarder s'il y a des phénomènes de cannibalisation. Et juste pour compléter la réponse d'Arnaud, on a vu par contre que Facebook s'est développé et lui est allé contre. Il a vu que le marché de l'application c'était quand même assez rentable, et donc il a développé sa plateforme perso de apps qui aujourd'hui est aussi téléchargeable sur Android et sur iTunes. Et cette application, et c'est là où on va faire un autre pont, c'est maintenant tout ce qui est lié au social gaming. Et en fait, on a aujourd'hui un certain nombre d'applications qui sont plurisupports en même temps. C'est-à-dire qu'ils vont être disponibles sur le App Store de Facebook, le App Store G+, etc. Et ce qui est amusant, c'est que ça fait un peu coquille dans coquille lorsque vous téléchargez l'App Store Facebook sur votre mobile Android et que vous pouvez aller chercher des applications qui sont disponibles ou directement sur l'Android Store ou en passant par l'App Store. Donc il y a de la cannibalisation, mais potentiellement vous n'avez pas la même interaction au sein d'une application. On peut le voir au niveau des secteurs qu'au sein d'un réseau social. On parle beaucoup de choses qui viennent de la Silicon Valley. Donc on a eu la chance d'y aller avec le SNCD au mois de novembre. On est allé à la Direct Marketing Association, donc à Las Vegas. C'était sympathique. Et on a aussi eu l'occasion de faire une conférence avec Georges Naon, qui est le président d'Orange Labs, et qui, là-bas en Californie, et qui est un observatoire, et qui nous dit qu'effectivement tous les acteurs, y compris ceux dont on ne parle pas encore, vont sur le mobile. Donc c'est mobile everywhere. Et il y aura une tendance de fond à aller sur des formats qui seront effectivement de plus en plus petits, de plus en plus embarqués, et qui permettent justement, en situation ubiquitaire, de pouvoir surfer et de pouvoir accéder à son application favorite où qu'on soit. Une dernière question ? Non ? Écoutez, merci mille fois. Encore une fois, pensez à SNCD quand vous quittez cette salle et rejoignez-nous nombreux.